le comité d'organisation pour cette cérémonie d'ouverture qui a été excellente, Madame la ministre d'État. Vous l'avez constaté durant la cérémonie d'ouverture, à travers les différentes allocutions, une place importante a été donnée à la femme. La femme de par son renforcement, mais aussi la femme avec son intérêt pour la science, la médecine et tous les secteurs extrêmement importants pour le développement de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas mieux choisir en démarrant par les femmes pour ce panel de haut niveau. Nous nous intéressons non seulement à la femme et son développement, mais surtout la femme, son implication dans les sciences technologiques, l'ingénierie, mathématiques, qui sont extrêmement importants pour le développement de nos pays respectifs. Et c'est la raison pour laquelle c'est un honneur, un grand plaisir pour nous d'accueillir un panel de haut niveau que je vais donc présenter rapidement, en commençant par Dr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008, que je vous demande d'applaudir. Madame Ouette Boucha-Moyi, si je prononce très bien le nom, qui est aussi prix Nobel de la paix en 2015, qui nous vient de la Tunisie. Madame, bienvenue. Nous avons avec nous Madame Cynthia Akbarali, qui est la présidente de la Fondation Akbarali, qui nous vient du Madagascar, que je vous demande d'applaudir aussi. Docteur Diane Kasumba, ministre de la Santé du Rwanda, qui nous vient du Rwanda, qu'on demande d'applaudir aussi. Nous avons aussi parmi nous Madame Sophie Gladima Sibi, qui est la ministre des Mines, de la Géologie de notre beau pays, le Sénégal. Madame la ministre, bienvenue. Un professeur qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire. Professeur Marie Théoniane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Et enfin, last but not least, M. Sidindao, Dr Sidindao, professeur associé à l'Université de Nebraska-Lincoln aux États-Unis. Professeur, bienvenue. Alors, avant de démarrer nos discussions, nos débats, c'est un immense plaisir pour moi d'inviter ma co-modératrice qui sera avec nous, qui est la vice-présidente de communication de la Fondation Johnson & Johnson. Elle s'appelle Dr Seema Kumar. Dr Seema va camper le décor de notre débat et après cela, on va passer par panéliste pour recueillir leur avis sur les défis en espérant qu'au terme de nos conversations, au-delà même des défis, on va aussi aboutir à des solutions et des propositions pour pouvoir impliquer davantage les femmes dans les séances. Alors je vous demande donc d'accueillir et d'applaudir ma co-modératrice. Si vous avez besoin d'une traduction et donc un instrument qui vous permet de comprendre en français, parce qu'il va s'exprimer en anglais. Docteur, the place is yours. Thank you very much. Good morning or good afternoon, everybody. As was said, I'm Seema Kumar, Vice President from Johnson & Johnson, and it is a real pleasure to be here at the Africa Now meeting and also watch this morning the official launch of the Prix Gallienne Forum in Africa under the leadership of His Excellency President Macky Sall. Our theme today, as you know, is health, women, and education, and this panel today is going to focus on the topic of women in STEM, and we hope that this will be a lively discussion, and we hope that you all will join us in this discussion. So to set the scene, to set the context, Africa, as we know, we all know and we all believe we know that Africa is a cradle of civilization. Here on this continent, some of the earliest advances occurred in mathematics, agriculture, metallurgy, governance, art, and music. And most recently, African scientists have pioneered in the fields of organ transplantation, virology, astrophysics,
crop production, veterinary medicine, and renewable energy. The current boom in millennial population and a scientific renaissance here that's happening promises to dramatically boost the social and economic well-being of the more than 1.2 billion Africans and establish Africa as a major contributor to global progress. And so to truly realize this potential, it's imperative to attract and retain a skilled, motivated, and diverse STEM, which is science, technology, engineering, mathematics, but also manufacturing, design, and many other disciplines, workforce in those disciplines, and including especially female talent. Studies show that wherever there are higher numbers of women who participate in the workforce, especially in scientific careers, innovation and technological excellence and economies grow. This is all across the globe. And currently, women comprise more than 50% of the population of the world and of Africa for certain, and yet the STEM workforce across the board is about 20% women. So what needs to happen to attract and retain more women in Africa, but also more women in the globe, into STEM fields? What issues do women in the STEM fields face? How are they different or similar in Africa versus the rest of the world? What is the role of the man-ambassadors or male ambassadors? As you will see, this is a panel on women in STEM, and we made it a point to make sure that we have men also on this panel, because it is not about women versus men. It's not a zero-sum game. It's about all of us working together to have parity. Similarly, geographically, we need diversity, and generation-wise, we need diversity. So how can governments, academia, and industry collaborate? How can leaders disrupt the institutional inequities to enable more women to participate in the workforce, more women to enter into STEM education, and more women to enter into leadership positions in Africa and in the rest of the world? So today, we plan to talk a lot about this, and we're joined, as we said, by a very impressive panel. And what I would like to do now is to ask each of the panelists to make brief opening remarks, and then Ibrahima and I will moderate a panel discussion with the panel, but also want to engage all of you in the audience to participate in the discussion with us. So with that, let me first turn it over to Dr. Françoise Barré-Senoussi for her opening remarks. Bonjour, c'est un plaisir de participer à ce panel qui est de première importance. Que dire sur les principaux défis? En quelques mots. Ces défis sont nombreux, mais je pense qu'ils sont tous liés en premier lieu à l'éducation. Vous l'avez dit, ces défis, on les rencontre partout dans le monde, avec un retard plus ou moins important qui est lié justement à des retards en matière d'éducation des jeunes filles, qui explique ce retard dans leur investissement dans les sciences, dans les technologies, dans l'innovation. C'est une tradition, une culture que beaucoup de pays ont, qu'on avait aussi autrefois dans mon pays. Les femmes ne sont pas faites pour faire de la science, les femmes sont faites pour rester à la maison, pour élever les enfants. On a entendu ça, je l'ai entendu moi-même de mon propre père. Et alors après, ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités battantes, comme celle auxquelles je pense j'appartiens, et où j'ai eu envie de montrer à mon propre père ce que les femmes étaient capables de faire. Et puis après, on se retrouve face à des hommes qui nous disent qu'une femme dans les sciences, ça n'a jamais rien fait, comme je l'ai entendu d'un directeur adjoint de l'Institut Pasteur, moi-même, dans les années 70. Et là encore, on se dit, eh bien, messieurs, on va vous montrer ce qu'une femme est capable de faire. Alors, je pense qu'il faut justement éduquer ces jeunes filles à devenir des battantes,
à devenir des femmes qui ont confiance en elles et qui démontrent ce qu'elles sont capables de faire malgré les responsabilités qu'elles ont au sein de la famille, malgré les responsabilités qu'elles ont et qu'il faut justement faciliter. Et cela, et je suis heureuse qu'il y ait autour de ce panel des hommes, car les hommes jouent un rôle important justement pour faciliter cet investissement des femmes dans le milieu scientifique. Thank you. Thank you. Is this microphone working? Can we make it work? Ah, there we go. Thank you. So thank you, Dr. Sinusi, and hopefully things have changed since the 1970s. Fingers crossed. And we'll talk, hopefully, yes, we'll talk more about that. And now I want to turn it over to Madame Bouchamaoui to say a few words. Merci beaucoup, bonjour. Je suis très ravie, très contente, très heureuse d'être à Dakar. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette invitation. C'est la première fois que je mets mes pieds ici à Dakar et au Sénégal. Et comme disait tout à l'heure, j'étais tellement bien accueillie que je me suis sentie chez moi. Merci beaucoup. Et un grand hommage aux femmes sénégalaises, aux femmes africaines, ce grand continent auquel j'appartiens, où la femme a toujours eu sa place d'honneur, sa place de combattante, sa place pour vraiment préserver et sa famille, et son énergie, et son économie. Aussi, je viens d'un pays qui est la Tunisie. Vous savez, la relation historique de la Tunisie avec le Sénégal, avec deux leaders très importants, Senghor et Bourguiba, et je pense que les deux, ils ont axé sur trois choses fondamentales, l'éducation, l'émancipation de la femme et la santé. Et ce sont ces trois piliers qu'on fait que la Tunisie aujourd'hui se repose, c'est que par l'éducation des enfants, par l'éducation de la femme, on peut arriver à vraiment créer un nouvel environnement où on peut vivre en paix, où on peut vivre en bonne santé. Et puis, cette éducation a permis aussi de mettre en place le planning familial en Tunisie, qui a permis aussi de limiter le nombre d'enfants, ce qui donne beaucoup plus d'avantages à la femme pour qu'elle préserve sa santé, qu'elle puisse terminer ses études, qu'elle puisse s'émanciper. Et je pense que ça, c'est un défi très important. Et si je vais dire c'est-à-dire des grandes lignes de la stratégie nationale tunisienne, je pense que la Tunisie est un des pays les plus en Afrique, le plus émancipé pour la femme et surtout pour tout ce qui est enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous avons un chiffre très, très important. Là, il y a 66% des jeunes filles qui sont à l'université tunisienne. Donc, il y a plus de jeunes filles à l'université tunisienne que de jeunes hommes, et surtout dans les domaines scientifiques où la femme se trouve une place. D'ailleurs, lors de l'année dernière, pour les lauréats au baccalauréat, sur 8 ou 9, il y avait 7 jeunes filles. Donc, toute section confondue, pour dire que maintenant, la fille et le garçon essaient de se placer dans toutes les filières scientifiques, parce que nous avons besoin de deux. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes ensemble pour construire un pays et surtout pour relever les défis que nous avons aujourd'hui, les défis pour les pays africains et pour un pays du tiers-monde. Comment on arrive par l'émancipation, par l'éducation, à s'offrir un chemin et surtout à compter notre jeunesse, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, la jeunesse qui est en train de fuir son pays, la jeunesse qui est un peu abandonnée, qui n'est pas écoutée, et la jeunesse qui n'est pas aussi bien encadrée. Donc c'est pour ça que nous avons, moi je pense, nous tous ici présents, besoin d'une volonté politique pour qu'il y ait un recadrage de la jeunesse. Nous avons aussi besoin d'avoir une vision claire pour que cette jeunesse reste dans ce pays, ou bien si même elle part à l'étranger pour suivre une éducation, une formation, il faut qu'elle retourne aussi pour que son pays aussi puisse bénéficier de ses connaissances. Et nous avons aussi besoin de cet enthousiasme des jeunes pour qu'ils croient
en leurs capacités, pour qu'ils croient en leur avenir. Et là, moi, je reste toujours confiante que ce continent qui regorge de compétences et sera aussi un continent qui peut aussi faire l'admiration du monde entier. Et je pense là, en présence de toutes ces éminentes personnalités, on est tous d'accord qu'il y a tellement de professeurs, de chercheurs africains qui sont à la pointe. Parfois, ils sont mieux considérés à l'étranger parce qu'ils ont plus de moyens. Mais je pense ici, il y a une prise de conscience que notre continent a besoin d'eux. Notre continent a besoin qu'il y ait qu'on soit tous ensemble, là, dans tous les pays du monde, pour faire avancer et les sciences, et pour faire avancer et la médecine, et pour faire avancer le niveau de vie. Merci. Thank you. Thank you. Thank you very much. Clearly, the youth are the future, and we have to look to them also for solutions for the future. So thank you for that. Now, Madame Akbar Ali, your opening comments. Merci beaucoup. Nagaref. Je suis tellement contente, c'est la deuxième fois que je viens ici à Dakar et la deuxième fois que je me sens chez moi. Donc franchement, j'espère de revenir la troisième et la quatrième. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle un peu de moi. Je ne veux pas être égocentrique, mais je pense que c'est important. Je suis ce qu'on appelle en anglais cancer survival. Donc, en 2009, j'ai eu un cancer de sein. Et j'habitais Madagascar. Donc, c'est pour ça que je représente Madagascar aujourd'hui, même si la couleur de ma peau ne le dit pas expressément. 25 ans de Madagascar, ça m'a donné le temps de m'attacher énormément à ces pays dans lesquels je me suis donné à développer des projets humanitaires pour chercher d'améliorer un peu la vie des gens. Donc, en ayant ce cancer, je me suis dit, pourquoi j'ai eu ce cancer? Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que cette maladie, c'était pas quelque chose de aussi mauvais. Au contraire, c'était une bénédiction. Ça fait un peu bizarre de le dire, mais je vous dis, des fois, la maladie, c'est une bénédiction parce que c'est grâce à ce cancer que j'ai eu envie de faire quelque chose pour les femmes malgaches qui se trouvaient dans la même situation. Pas dans la même situation, moi j'avais l'argent pour pouvoir me soigner, elle, il n'y avait absolument rien. Et donc, j'ai démarré ce projet que j'appelais For a Woman. Et c'était un projet vraiment destiné à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les femmes de Madagascar qui se trouvaient dans les mêmes conditions. Et quand j'ai démarré, j'ai découvert qu'il n'y avait absolument rien. C'était ground zero. Okay? Et même les Nations Unies, à l'époque, ne parlaient pas de maladies non transmissibles. Hein. C'était seulement en 2011 que les Nations Unies ont commencé à parler de ça. Donc, on a démarré de rien. En plus, moi, je ne suis même pas médecin, je suis une économiste, mais j'ai commencé doucement à mettre en place une équipe des nationaux, mais même aussi des gens qui venaient de l'extérieur. Et ça a été compliqué, hein. C'était pas facile parce que vraiment, il n'y avait absolument rien. On ne parle pas de prévention. Les femmes connaissaient le cancer comme umamiadana. Ça veut dire la maladie qui ronge à l'intérieur et pour lesquelles il n'y a vraiment rien à faire. Ben, on meurt, on va à la maison, on meurt avec beaucoup de douleurs. Donc, on a mis en place aujourd'hui, on a 2 centres médicaux qui font ce que j'ai appelé le parcours femme, c'est-à-dire à partir de la prévention. Non, même avant, on parle d'abord de awareness. On fait énormément de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les centres de base. Vous savez, Madagascar, c'est quand même un grand pays, hein. Donc, on fait ça. On a mis en place une unité mobile avec laquelle on va dans tous les villages, parce que les femmes ne viennent pas dans les villes. Hein. Ils ont un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici. Donc, il faut que nous, on aille vers elles. Et donc, on a cette unité mobile, moi, je trouve que c'est un bijou. Et on fait mammographie, échographie, on fait les frottis. Et après, on a mis en place 2 centres médicaux, hein, dans le sud de Madagascar, qui est un network de 6 hôpitaux. Et après, dans le nord. Et là, on va ouvrir un grand centre dans la capitale. Parce que même dans la capitale, les gens peuvent payer, alors que dans les autres centres, les gens, ils nous amènent des poulets, du riz, mais tout est gratuit, quoi. Et
Et cette année seulement, on a fait plus de 60 000 femmes pour un pays comme Madagascar, où franchement, il n'y a rien. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Tout ça, ça n'existe pas là-bas. Hein. Et voilà. Alors, mais bon, dans mon expérience, qui a été la plus importante expérience de ma vie, où j'ai appris plein de choses, je me suis toujours posé la question, maintenant, je dis à une femme qui a un cancer, comment je vais la traiter maintenant? Parce qu'après, ça reste le problème. Le traitement et la douleur. Dans ces pays, il n'y a pas assez de possibilités de se traiter à des prix accessibles et il n'y a pas de politique pour la douleur. Et tout ça, ça m'a toujours travaillé. Alors, on parlait aussi ce matin avec Madame le ministre du Rwanda, ça reste toujours le problème. Nous, on fait beaucoup de formations. On a formé plus de 50 médecins et c'est que des femmes. Parce que les femmes, ils ont vraiment envie d'apprendre. Alors, on les envoie en Italie, parce que je suis italienne, et tous les ans, on a des femmes, des médecins qui ont un master degree, surtout en pathologie. Bon, bref, je vais. Alors, le problème aujourd'hui, c'est vraiment trouver l'accès aux médicaments. Et moi, je trouve que, je suis désolée de le dire, peut-être quelqu'un ici ne va pas être très content, mais la médecine allopathique occidentale n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante et ce n'est pas vraiment la réponse aux besoins de la population africaine, pas seulement des femmes, des enfants, des hommes. Alors, il faut qu'on trouve notre situation, il faut qu'on trouve, et moi je pense que bien sûr, la possibilité d'avoir des génériques qui ne coûtent pas cher, c'est déjà quelque chose de très important. La possibilité d'avoir des industries qui s'installent en Afrique pour pouvoir produire des médicaments, c'est très important aussi, mais aussi utiliser la culture de l'Afrique. Aujourd'hui, à Madagascar, les gens se soignent surtout avec les plantes. Alors, pourquoi ne pas intégrer cette médecine qu'on appelle traditionnelle et toute la médecine traditionnelle africaine avec la médecine occidentale? Voilà, moi, je trouve que ça pourrait être vraiment la réponse pour pouvoir arriver à donner un espoir pour la population la plus pauvre de l'Afrique. Merci. Bien, merci. Alors, après Sima, 2 prix Nobel de la paix, après une représentante de Madagascar qui vient de partager son expérience, on va passer à notre pays de l'Afrique de l'Est, le Rwanda. Madame Dr Jane Kasumba, vous êtes la ministre de la Santé donc, de votre pays. Votre président est connu pour son engagement, sa volonté de promouvoir les sciences, les mathématiques, non seulement pour les femmes, mais pour tout le monde au Rwanda. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les défis que vous voyez pour votre pays, pour une meilleure participation des femmes dans les sciences, technologies, de l'ingénierie et des mathématiques? Je viens d'un pays où il fait, je dirais, c'est l'un des pays où il fait beau de vivre quand on est femme. Je viens d'un pays qui a connu le génocide, mais avec l'arrêt du génocide, avec le leadership du pays, je me rappelle des tout premiers discours du président Kagame, c'était pendant la bataille pour la libération du pays, on était avec les femmes. On était avec nos mamans, on était avec nos sœurs, on était avec nos filles, même au champ de la bataille, même en arrière, dans les finances, dans l'advocacy, dans la plaidoirie. Alors, ces premiers discours, c'était comment on peut les laisser en arrière, quand on a un pays, quand on a les moyens et quand on a l'autorité. Et ce n'était pas des speeches, ce n'était pas des discours. Mon pays a réussi à traduire ces discours, cette volonté à briser les gaps, les barrières dans le domaine du genre. Il a réussi à en faire des politiques, il a réussi à en faire des articles bien articulés dans la Constitution rwandaise, mais aussi nous avons réussi à faire un système où la Constitution est respectée, chacun comprend qu'il doit respecter la Constitution, mais aussi un système où la femme sent
et est convaincue qu'elle est capable. Et ça a commencé avec l'éducation, le droit à l'éducation, l'égalité des droits à l'éducation, l'égalité des droits à la santé, parce que comme le président du Sénégal l'a dit, avec la santé, sans la santé et sans l'éducation, on n'a rien. Chez nous, on a maintenant des politiques d'éducation de la fille. On a réussi à briser le gap dans l'éducation. On a réussi à avoir 50% pour l'enrôlement à l'école primaire. On a réussi à avoir 52% de femmes qui font les sciences, qui font la médecine, qui font la ICT, qui font la pharmacie. Et je pense qu'en renforçant l'éducation, c'est la meilleure des stratégies. Et ça ne s'arrête pas là. Nous avons ce qu'on appelle le gender budget statement. Chaque ministre, chaque dirigeant qui va devant le Parlement pour défendre son budget chaque année, il doit avoir un annexe. Un annexe qui montre comment le budget qu'il réclame, le budget qu'il demande au Parlement va répondre aux défis qui sont dans l'égalité du genre. Parce qu'on n'est pas vraiment, je dirais pas, on a tout réussi, mais même si on a 64% des femmes au Parlement, même si on a 50% de femmes ministres, on a 50% dans le domaine de la justice, on a encore des défis. Et pour moi, le premier défi, c'est la confiance en soi-même, la femme qui comprend qu'elle peut être CEO d'une entreprise, la femme qui comprend qu'elle peut autant que l'homme. Pour moi, c'est ça le défi qui reste. Dans certains domaines, comme l'ICT, il y a des améliorations, mais pour moi, le premier défi maintenant au Rwanda, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les moyens qui sont mis à la disposition de la femme, c'est la femme elle-même qui doit prendre le devant et embrasser toutes ces opportunités qui lui sont offertes et briser le gap. Parce que nos hommes, ils ont aussi compris. Parce que pendant les élections, nous avons dans la Constitution un article qui dit que 30% des positions de prise de pouvoir pendant les élections sont destinées aux femmes. On a bien dépassé les 30%. Nos hommes, quand on va poser des candidatures, ils élisent pour les femmes, ils choisissent les femmes, mais basées sur les compétences. Donc pour moi, la balle est dans notre camp. Les femmes rwandaises, les femmes africaines, la balle est dans notre camp. On n'a qu'à relever le défi, on n'a qu'à montrer qu'on est capable. Et ce n'est pas question de sexe ou de genre, c'est la compétence, c'est la confiance en soi-même. Merci. Merci de partager avec nous la perspective rwandaise. Naturellement, on va revenir vers chacune d'entre vous, ou chacun d'entre vous, j'allais dire, pour, au-delà même des défis, de parler des solutions et des recommandations qu'on peut faire pour pallier à ces défis. Alors, on va quitter le Rwanda et revenir chez nous, au Sénégal, avec trois perspectives intéressantes et différentes. On a d'abord un ministère technique qui s'occupe donc des mines et de la géologie donc, au Sénégal. On a la perspective de l'enseignement supérieur sénégalaise et on a aussi la perspective d'un universitaire sénégalais. Alors, je vais commencer par vous, Madame la ministre. Vous occupez Madame Sophie Labima Sibi. Vous occupez des mines et de la géologie donc, du Sénégal. Si vous pouvez revenir dans votre perspective, les défis, comment vous le voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, de moins pour qu'on puisse avoir plus de femmes dans ce secteur connu souvent pour être extrêmement technique. Merci, mais permettez-moi d'abord de dire la joie que j'ai aujourd'hui d'être ici et d'avoir participé à l'ouverture et féliciter Son Excellence le Président de la République, mais Madame le professeur Eva Marie Coll qui nous permet aujourd'hui de partager ces moments très importants. Donc féliciter toutes ces femmes qui sont là et les jeunes et saluer également aujourd'hui ce que les États africains sont en train de faire pour pousser les femmes vers les sciences. Et là, en tant que femme scientifique et géologue, je reviens sur ma faim par rapport au film qu'ils ont montré ce matin. La faim, je pensais qu'on allait dire que c'est la nature qui pousse les gens à être des scientifiques. Parce qu'on a montré effectivement que ce soit une femme, que ce soit un enfant qui était là en train d'observer la nature. Et je pense que le scientifique ou la scientifique doit avoir ce sens de l'observation de la nature. Donc c'est la nature elle-même aujourd'hui qui pousse quelqu'un à aimer les sciences. Et ça nous pousse à regarder également notre système éducatif.
parce que nous avons de grandes scientifiques analphabètes. Et je reviendrai dessus. Pourquoi de grandes scientifiques analphabètes? Parce que Dieu a donné à la femme quelque chose, c'est la maternité. Et cette maternité pousse la femme à être très attentive, très observatrice, mais également très précise, ce dont les scientifiques ont besoin, parce qu'il faut être précis dans le domaine des sciences, il faut être observateur dans le domaine des sciences, mais également avoir l'amour et l'engagement. Et ça, généralement, la femme l'a à travers le don naturel que le bon Dieu lui a donné, c'est-à-dire s'occuper des enfants. La deuxième chose, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est la personnalité de quelqu'un. Et ça, c'est dans la famille que ça se crée. Et généralement, en Afrique, on ne l'exploite pas beaucoup, mais ça existe. Parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui est derrière, qui veille à la tenue, qui veille à ce que tu deviennes quelque chose. Donc ça, c'est la science qui est derrière. Et il y a la référence. Si aujourd'hui nous sommes des scientifiques, moi déjà très jeune, à l'âge de 12 ans, j'allais à l'hôpital Aristide Le Dantec. Et cette professeure, Madame Eva Marie Colt, fait partie des personnes qui m'ont peut-être poussé à faire la filière scientifique, d'une part, parce qu'il n'y avait rien de plus joli que de voir ces dames qui étaient là à l'hôpital avec une blouse blanche, mais aussi qui avaient une douceur vis-à-vis des malades, parce que quand ils arrivaient devant les malades, c'était toujours « oui, comment ça va, vous avez bien dormi ?» Et ça, ce référentiel-là, je pense que c'est important pour pousser les jeunes à aller vers les filières scientifiques. Ensuite, l'eau. Quand j'ai vu que dans notre pays, vers les années 80, les gens avaient des problèmes d'eau, j'ai dit, mais comment faire pour donner de l'eau à ces populations qui en ont besoin? Et ça m'a poussé un peu à aller faire. Et la troisième chose aussi, c'était, je ne veux pas être secrétaire parce que c'était le métier où on voyait plus de femmes. Toujours les femmes secrétaires, toujours les femmes à l'hôpital aussi, mais c'était des matrones et autres. Elles n'avaient pas un haut niveau. Et j'ai dit, comment faire? Je suis allée au département de géologie, en classe de terminale, pour demander comment on fait pour être archéologue, pour ne pas être toujours dans les bureaux derrière les hommes. Quelqu'un l'a dit également en disant que c'est au niveau de la famille même qu'on nous dit, vous ne pouvez pas. Et quand je suis arrivée dans ce domaine, on nous disait, non, une femme n'est pas faite pour aller sur le terrain parce que vous allez déranger les hommes. J'ai dit, non, mais les hommes n'ont qu'à s'y faire. Quelles que soient nos formes, ils doivent pouvoir rester avec nous et savoir que nous sommes des techniciennes là pour faire notre travail. Et il faut cet émolument au niveau des jeunes filles, les pousser parce que le socioculturel est assez lourd. On leur dit que la femme doit rester au foyer, s'occuper de ses enfants et faire à manger à son mari. C'est vrai, mais tout en le faisant, nous avons des femmes analphabètes scientifiques. Quand je prends deux exemples, la teinture que les femmes analphabètes font, c'est de la chimie qu'elles font sans s'en rendre compte. Quand elles font du savon, c'est de la chimie qu'elles font sans se rendre compte parce qu'elles font des dosages, elles utilisent des produits naturels et en faisant les mélanges, elles ne se rendent pas compte qu'elles font de la chimie. Donc, on doit pouvoir l'exploiter et les pousser à avoir des brevets avec ça. Parce que quand on va dans certains pays, on prend toutes ces découvertes que les femmes ou les hommes ont de façon terre à terre pour l'exploiter avec l'industrie. Les femmes observent, quand tu as un problème gastrique, qu'est-ce qu'on te donnait? Les femmes qui étaient en état mangeaient ce qu'on appelle le keo. Le keo, c'est de l'atapulgite pure et dure qui est une roche géologique. Donc, les femmes ont compris que cette pierre calmait les douleurs gastriques. C'est vrai, il ne faut pas exagérer dans la consommation, mais quand on prend avec la médecine, qu'est-ce qu'on fait? On fait de phosphagel et autres qu'on boit, et ce n'est rien d'autre qu'un produit chimique. Et en faisant des études sur le problème du fluor au Sénégal, parce que là aussi, il faut décloisonner les secteurs, en tant qu'hydrogéologue, on s'était rendu compte que dans les zones où on avait beaucoup de fluor dans les eaux, les gens avaient un problème de fluoroapatite ou bien de fluorose dentaire, ce qu'on appelle chez nous les dents de Kaolack, les dents qui sont rouges. Mais que les femmes avaient compris que tant qu'on ne donnait pas à l'enfant cette eau des nappes jusqu'à l'âge de 8 ans, leurs enfants n'avaient pas de fluorose. Donc ça veut dire que des femmes ont observé ces phénomènes et ont fait de la science sans s'en rendre compte. Et c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit, et même dans l'alimentation. L'alimentation, pendant des années,
nos enfants mangeaient ce qu'on appelle les plats traditionnels. Des plats traditionnels à base de baobab, où on a beaucoup de pain de singe, beaucoup d'apports nutritifs comme le fer. Et durant les saisons, nos parents changeaient l'alimentation dans les maisons et c'est ce qui préservait parfois contre certaines maladies. Et je pense que la solution, effectivement, au lieu de faire des génériques, c'est de retourner vers notre culture et de voir comment ça apporter des solutions, aussi bien dans la malnutrition, la solution pour que la femme se prenne en charge et devienne vraiment une responsable tout en restant derrière son mari, parce que là aussi c'est notre culture, mais en s'imposant. Et là, je pense que nous pourrons aller en avant. Dans le domaine des mines et de la géologie, on n'est pas nombreux, mais de plus en plus, les femmes adoptent cette science parce qu'on se rend compte que ça apporte beaucoup à la société. C'est ce que je voulais dire. Merci, Madame la Ministre. Je veux quand même qu'on applaudisse professeur Eva-Marie Coll pour avoir inspiré. Et je confirme qu'elle n'inspire pas seulement les femmes, elle inspire aussi les hommes, parce qu'elle m'a inspiré pour apporter ma contribution à ce pays, donc le Sénégal. Merci, professeur. Alors, professeur Marito, vous avez quand même une double casquette. Vous avez été quand même professeur, enseignant pendant très longtemps. Vous connaissez quand même les sciences, vous connaissez un peu nos universités. Aujourd'hui, vous vous occupez de notre politique publique pour l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez camper le décor des défis, de comment vous les voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de femmes dans ces secteurs considérés souvent donc pour les hommes? Et d'abord remercier le professeur Eva-Marie Coll Seck pour son affection, parce que c'est sûrement pour ça que je suis là, et saluer les panélistes. Et vous dire un peu que la rencontre avec les femmes, ça a commencé très jeune. Le premier calcul sur mon ardoise, c'était la femme qui travaillait pour mon oncle qui a mis les opérations dessus. Et ensuite, c'est ma maman qui ne savait ni lire et écrire, comme beaucoup de mamans de gens qui ont le même âge que moi, qui nous suivaient dans les calculs, les problèmes, les leçons, et semblaient nous écouter, semblaient nous comprendre pour nous encourager à étudier. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai eu dans ma carrière d'enseignant-chercheur une vingtaine de docteurs, dont 4 femmes. 3 sénégalaises et une camerounaise. Et c'est aussi peut-être quelque chose qui fait que je suis là, puisque dans ces thèses, il y a eu beaucoup de thèses liées à la médecine, dont une sur l'hépatite et en co-direction avec le professeur Aminata Sall Diallo qui est ici. Alors à l'UFR de mathématiques appliquées et informatique, nous avions la filière maths appliquées et informatique. Nous recrutions chaque année 100 très bons bacheliers. Nous avions rarement plus de 10 filles. Et en 2000, j'ai mis en place l'UFR maths appliquées, la filière maths appliquées et sciences sociales, avec les mêmes cours de mathématiques, mais nous avions ajouté les lettres, les sciences économiques, sciences sociales, la sociologie et les langues. Et bizarrement, la première promotion, nous avons eu plus de 50% de filles. Il y avait quelque chose là qui semblait signifier que les mathématiques toutes seules, arides peut-être, n'étaient pas très enthousiasmantes, mais lorsqu'on met la mathématique avec les sciences humaines, les sciences sociales, elle semblait beaucoup plus attirante pour les filles. Et cette filière a progressé ainsi en ayant toujours plus de filles que de garçons. Ensuite, devenant recteur, j'ai eu une autre rencontre avec les étudiantes et les enseignantes. C'est au détour de quelques difficultés, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre en place quelque chose qui paraît tout à fait anodine, une case des tout-petits. Nous l'avons mis pour le personnel de l'université, les personnels administratifs, les enseignantes et les enseignants. Et au mois de novembre, j'ai reçu une délégation d'étudiantes mères au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elles m'ont dit, monsieur le recteur,
Cette case dit tout petit, elle est faite pour nous. J'ai dit quoi? Oui, nous avons nos enfants dans les villages. Nous prenons chaque matin une fille de Sanar, c'est les villages à côté, pour nous tenir nos enfants et nous faisons les cours. Alors que si cette case, vous pouvez l'ouvrir à nous, mais je pense, et j'ai répondu spontanément. Et à la fin de l'année, nous avons eu beaucoup de soutenance de master, de filles, et cette case se poursuit toujours à l'université Gaston Berger. Lorsque le président de la République m'a nommé ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons regardé un peu le panorama de la carte des bacheliers au niveau du Sénégal. Alors, il faut souligner que depuis 2012, il y a une évolution importante. Nous ne sommes pas encore au niveau de la Tunisie, mais en 2012, nous avions 34,8% de filles bachelières. Cette année, en 2018, nous avons eu 39,2%. Mais la chose la plus importante, et c'est quelque chose que nous avons observé en 2013 et qui s'est poursuivi, le Sénégal a 45 départements. Quel est le rapport entre bachelières et bacheliers dans chaque département du Sénégal? À partir de 2013, nous avons observé que le département de Dakar, il y avait plus de bachelières. Et cette année, le nombre de départements où il y a plus de bachelières est passé à 7. En plus de Dakar, nous avons Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Fatick, Thiès et Oussouye. Et ce qui est encourageant, c'est que ce ne sont pas seulement les villes principales. Parce que Oussouye est au sud du Sénégal, c'est une petite ville rurale. Fatick est un peu au centre-ouest du Sénégal, ce n'est pas une ville totalement urbanisée, contrairement à Dakar et autres. Et l'une des choses qui est importante chez nous, c'est comment promouvoir les femmes, faire en sorte qu'elles aient des positions de leadership au sein même du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, un effort important a été fait. Nous avons 4 conseillers. Les 2 premières dans la hiérarchie sont des femmes. Nous avons la direction la plus importante du ministère, c'est la DAGE. Nous avons une DAGE. Nous avons une coordonnatrice de la cellule communication. Nous avons à la direction générale de la recherche et de l'innovation 4 directeurs, les 2 sont des femmes. Nous avons pour la première fois le président de la République du Sénégal a nommé une femme recteur le 1er décembre 2017. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, Bac+2, et il y en a 5. Sur les 5, les 3 sont dirigés par des femmes. C'est pour dire simplement qu'il y a un effort important qui est fait, et à cela nous ajoutons une décision de discrimination positive, car il faut dire le mot, si on veut changer les choses, il faut agir aussi dans l'autre sens. Pas trop, comme on dit, tordre le doigt pour le briser, mais il faut agir dans l'autre sens. Et c'est dans ce sens-là que pour les bourses pédagogiques, c'est-à-dire après le baccalauréat, depuis 4 ans maintenant, chaque année, 51% des bourses sont accordées aux filles. Voilà quelques éléments de la politique de l'enseignement supérieur du Sénégal. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On va revenir naturellement sur certaines propositions et solutions que vous avez faites pour penser donc aux solutions et voir comment ça se présente dans d'autres pays d'Afrique. Alors, Sidi, last but not least, vous êtes professeur aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Vous avez entendu les prix Nobel de la paix, vous avez entendu les décideurs politiques, vous avez entendu le privé. Qu'est-ce que cela vous inspire en termes de défis? Est-ce qu'il y a d'autres défis qui n'ont pas été testés? Quelle est la perspective de l'universitaire? Alors, en début, je dois m'excuser puisque je serai la seule personne à parler anglais ici. Malheureusement, alors si vous avez un casque, pour le mettre. So, first, I'm quite honored to be here today among great women.
Actually, it's been a pleasure for me to be working among women. I run a program called the Pan-African Robotics Competition, and we've been in Senegal and other countries for the past couple of years. And when we were in Senegal, we worked with the Minister of Higher Education and Research, Professor Mary Teuw Niane, whom I thank very much for his support. And during the program, we had the opportunity to work with girls. We had teams from the banlieue, and we had teams from schools that are primarily women, such as Mariama Ba. And I must say that my favorite student have been women. My favorite student is from Mali. Her name is Jeji, and she's an excellent girl who's doing extremely well. So it's been an honor really to be working with among women. Now, early on we heard the statistics as far as the women in STEM, and from what I understand it's about 20%. And the women are comprised about 50% of our population today. Any perspective of having an emerging Africa without the participation of women is doomed to fail clearly. So one needs to understand first this relation between the amount of women in STEM field and in general how many people are actually getting into the STEM field. And if I'm allowed to just say a few numbers here, it says from the World Bank that about 1 in 3 African children actually finish, about 1 in 3 or 2 in 3 African children finish primary school, and far less than 50% of that number actually finish lower secondary school, and about 10% of that actually go into higher education. Among those 10%, only about a quarter of that actually go into the STEM field. So you can see how small is that, and that number is far less smaller when it comes to women. So it's clearly a problem, it's an issue that one needs to address. And that doesn't mean that the future is not bright, it's actually very bright. I'm very optimistic about the girls and women in STEM education, but one needs to always look at the number and see how we could solve and resolve these issues. Now, we've heard some of the challenges early on, and some of those challenges related to the fact that women don't have support in going into STEM education. This is truly one of the problems that exist. Another problem that we can list is that the field in general of STEM is filled with men. It's a male-dominated field. When it comes to classroom, our professors in science are men. When it comes to the workspace as well, our boss, people who lead are men. So it's a very difficult environment for women to feel self-belonged in that environment. However, if I may finish, perhaps what I think is the biggest problem, or biggest challenge with women is the fact that the job option in STEM field is very limited. And it's not only related to women, but the job option in the area of STEM is quite limited. And this is due to the fact that our economies in the African continent are primarily based on service and not necessarily manufacturing and industry-driven. Hence, given that we already have very little amount of women in studying STEM field, if we further reduce the number of jobs that are available to them, then what we expect is to have a country, a continent with less women in the STEM careers. Over to you for more questions to our panel members before we open up to the floor to get some comments and questions from the audience. Go ahead. Again, there we go. So first of all, thank you to all of the panelists. Great, summary of some of the challenges that we face, but we've also heard a lot of positive highlights because it's not all doom and gloom. I think we are making progress, and we still have a long way to go. A couple of quick questions we will do. One is that it seems to me from all of your comments that there is challenges at all places. So first, it's attracting, as CD said, first you need to get people into the STEM field. Second is, how do we make sure that we support them while they are in the STEM fields? And then how to make sure that they have the resources that keep them there and keep them in the job, and then finally rise to really leadership positions. So it's not just attraction, but retention, and then promotion, and equal opportunity, and equal pay at the highest of leadership positions. So clearly we've laid out the challenges, but I think some solutions also remain. Now, my first question is to ask some of the panelists, whoever wants to answer, given the competition for resources across the globe, and then of course within Africa, in the African context, how do we ensure that we put these solutions in place
given how much we are struggling to make sure that we have enough resources to do all of these things that we're talking about to support women. Would you like to start? Ouida? Moi, je pense qu'on a besoin tout d'abord que les femmes aient confiance en leurs capacités. C'est très important lorsqu'on a confiance en ses capacités, on saura se frayer un chemin. Deuxièmement, nous, en tant que femmes, nous représentons la moitié de la population et nous avons intérêt à être actives et à y croire. La difficulté qui se trouve aujourd'hui, c'est que moi je pense que c'est une mentalité. Comment aussi assurer, comment changer la mentalité pour qu'on ait tous la même éducation dès le jeune âge. Parce que l'éducation, c'est un droit pour nous tous et avec l'éducation, on peut espérer améliorer et notre vie propre et la vie de l'environnement dans lequel nous vivons. Les défis sont très importants aujourd'hui parce qu'on se cherche un petit peu et puis parce que parfois on est un peu confus si est-ce que cette filière-là a une conséquence, est-ce qu'on peut travailler parce que c'est bien d'étudier, etc., d'arriver à un poste, mais est-ce qu'on saura où nous placer? Est-ce qu'on saura trouver le travail nécessaire? Est-ce qu'on saura aussi être reconnu et être récompensé? Moi, je pense aussi que c'est important de mettre en place et surtout de saluer les success stories, de mettre en valeur le succès, d'encourager, de mettre en place des modèles, ce qui permettra à nous tous, quelle que soit notre nationalité, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, on saura suivre ce chemin-là pour dire elle ou bien lui qui a réussi, c'est pas difficile pour nous pour pouvoir suivre ce chemin. Il y a aussi des défis qui sont aussi un petit peu à part la mentalité, c'est les moyens nécessaires. Parce que vous savez, parfois on a la volonté d'étudier, on a la volonté de faire de recherche, mais parfois nous sommes un petit peu confrontés au manque de moyens. Donc, moi, puisque j'ai cette déformation professionnelle, je suis chef d'entreprise et je pense qu'il est très important de faire ce partenariat entre le public et le privé pour assurer une continuité et assurer surtout la recherche, parce que nous avons besoin de beaucoup d'investissements pour la recherche. Nous avons besoin aussi de beaucoup d'investissements pour des essais, des expériences, et ça permet aussi que le secteur privé essaie aussi de se trouver une place dans ce monde un peu, parfois on se dit que les résultats ne sont pas imminents, mais il faut beaucoup de patience. Absolutely. I think the public-private partnerships are an important part of setting the global agenda all over the world. And Françoise, most people when they graduate out of a STEM education, they're thinking, I'm going to become a professor. I'm going to become an academician. But that's a very small group of career opportunities. There are many more career opportunities, speaking of the private sector and many other industries. Correct? Will you comment a little bit on that? Yes, you are right, and probably they are not enough aware about the different possibility of career when you come from university, for example. And of course, this is depending on the information, communication that should be made. However, we should take into consideration that we may have some differences according to countries. For example, I was telling you this morning that in my country, in France, there is not enough recognition of PhD, for example, in the private sector. There is not enough recognition of PhD at the level of the administration, high administration, even in our ministries. They prefer to take people coming out from grandes écoles than coming out from university. So we have to make advocacy, we have to make pressure on the government. It's a political decision, in my opinion, in order to get the recognition. Thank you. Great, fabulous. Thank you. And awareness, you and I were talking about awareness. How important is it to raise awareness, to do the storytelling, to make sure that there is a broader appreciation for the challenges that we face and the solutions that need to be put in place?
Moi, je crois que c'est le changement dans la mentalité, c'est la conscientisation à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des autorités, au niveau, comme le disait le professeur, de l'advocacy vis-à-vis des organismes internationaux, mais aussi, comme elle disait Madame, c'est vraiment la conscientisation de chaque femme, de chaque individu, de sa propre valeur. Et moi, je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul. Donc, moi, je ne peux pas travailler toute seule à Madagascar. Je travaille sur un projet, mais je voudrais vraiment le partager. Et je pense que c'est cette collaboration, c'est cette création de network, de think tank, cet échange d'idées qui fait que nous pouvons changer les consciences. Donc, je crois énormément dans le travail ensemble, à considérer l'humanité une seule et pas l'humanité divisée par religion, gender, femme, homme. On a besoin des hommes. On a besoin des hommes qui comprennent que l'ouverture vis-à-vis de leur partenaire, hein, que c'est les femmes. Hein. Et c'est très important aujourd'hui, c'est très important. Donc moi, je pense que travailler ensemble, travailler les hommes, les femmes, l'Afrique, le monde occidental, l'Asie. Aujourd'hui, on a des exemples en Inde, par exemple. Je vais très souvent en Inde. Madame, vous êtes indienne, donc vous connaissez mieux que moi, qui sont très, très importants et qui pourraient être partagés avec le continent africain. Parce que, par exemple, en Inde, on utilise énormément la technologie, on le sait. On a des villes qui sont entièrement dédiées à la technologie et qui sont à très bon marché. Aujourd'hui, il y a des maisons pharmaceutiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Cipla, qui se trouve à Mumbai, qui peuvent vraiment aider le continent africain avec des modèles qui ne sont pas les modèles occidentaux, mais qui sont des modèles qui s'adaptent beaucoup mieux aux populations qui n'a pas les moyens d'une population occidentale. Donc moi je pense que cette ouverture et ces modèles qui s'est créés un peu à droite à gauche doivent être shared, hein, doivent être mis ensemble afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense. Merci beaucoup, Madame. On va maintenant interpeller les 3 ministres de la République qui sont quand même dans ce panel, parce qu'à terme, tout finit par des politiques publiques et des ressources. Alors, ma question à vous 3, en commençant par vous, Madame Diane, qui nous vient de Rwanda, en termes, au-delà même de la volonté politique de votre président de faire donc l'implication des femmes dans les séances importantes, en termes de politique et de réformes, est-ce qu'il y a des défis à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour encourager une participation donc des femmes? Et pour aller même plus loin, au niveau des ressources, parce qu'il y a quand même dans nos pays une concurrence énorme pour les différents secteurs, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les décideurs pour qu'il y ait plus de ressources dans ce secteur important? Je dirais, comme j'ai dit avant, je dirais que dans mon pays, franchement, les politiques sont claires. Il y a des politiques dans tous les secteurs qui touchent à l'importance de l'égalité, des droits dans l'éducation, dans l'usage de la technologie, dans la santé, dans la justice. Les politiques sont là. Mais comme j'ai dit, le défi, c'est l'appropriation de ces politiques. L'appropriation dans le but d'adresser le gap, le petit gap qui reste. Et ça, c'est dans nos capacités, dans nos compétences en tant que femmes. Et la YNS est là. Donc, pour moi, le défi, c'est ça, c'est l'appropriation, mais aussi comment vise-t-on la qualité? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas question de proportion, de pourcentage. Pour moi, c'est la qualité. Comment on produit la qualité? Si on est là comme ministre, si on est là comme parlementaire, qu'est-ce qu'on apporte? Quel est l'impact qu'on emmène? Et en ce qui concerne la distribution des ressources, ou la répartition équitable des ressources. Comme j'ai dit, au Rwanda, on a ce qu'on appelle le Gender Budget Statement. Et pour arriver à avoir un Gender Budget Statement qu'on emmène devant le Parlement, il faut une analyse de la situation qui
je dirais, qui est correcte, une bonne analyse. Tout ministre devrait savoir et bien analyser les défis qui sont là, les problèmes, les inégalités qui sont là dans son... Je donne un exemple. Un ministre de la Sécurité, il doit comprendre bien le problème, par exemple, de gender-based violence qui est dans la communauté et voir comment relever ce défi, voir comment adresser ce problème parce que GBV, c'est la sécurité d'un pays qui souffre. Donc, un ministre de la Sécurité qui va devant le Parlement, il doit pouvoir prouver que le budget qu'il est en train de demander, de solliciter, va répondre à ce défi, va réduire le taux de GBV au Rwanda. Ça, c'est un petit exemple que je donne. Donc, c'est l'utilisation rationnelle de peu de moyens qu'on a, la mobilisation des ressources, mais basée sur des évidences, des data qui sont accurate data in every sector. Et on a plein de projets, on a plein de partenaires, donc ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les moyens, c'est l'utilisation rationnelle qui vise les problèmes réels. Merci. Madame la ministre, avant d'aller sur le Sénégal, je vais quand même rester pour vous 2 secondes. Au-delà de la formation et des ressources, est-ce qu'il y a une politique particulière dans votre pays en créant des débouchés pour les femmes qui sont formées, pour qu'elles puissent intégrer les milieux professionnels avec toute cette expertise? Est-ce qu'il y a une politique dans votre pays? La politique est là et nous avons mis l'accent sur l'equal right to job, l'égalité des droits à l'emploi. Ça aussi, ça existe, même dans la constitution rwandaise. Mais encore une fois, on essaie d'avancer, c'est basé sur la compétition. Je ne vais pas me voir offrir un emploi parce que je suis femme. Il faut que je prouve que je suis capable, il faut que je fais la compétition, il faut que je réussisse à la compétition. Oui, il y avait ce message au début, après le génocide, à cause de l'inégalité qui était là au Rwanda, dans tous les domaines. Mais là, ça fait 22 ans, 24 ans déjà. Donc là, le message, c'est la compétition, c'est la qualité qu'on offre. Mais il y a aussi des facilités qui sont quand même offertes aux femmes dans les domaines où on se rend compte qu'il y a encore un gap à adresser, par exemple, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'industrie. On a des politiques en faveur des femmes. Le président a mis en place un fonds de garantie qui garantit les bons projets des femmes. Et ça fait une ouverture au secteur privé parce qu'on n'aura pas tout le monde dans le secteur public. La demande est plus grande que ce qu'on offre. Tout le monde ne va pas être employé du gouvernement. On fait la promotion du secteur privé. Et le fonds de garantie aide les femmes et les jeunes, c'est les femmes et les jeunes, à analyser, à mettre en place des projets générateurs de revenus. Et il y a un fonds qui va garantir les femmes et les jeunes qui commencent leur carrière dans le secteur privé. La ministre, on va revenir au Sénégal. Vous êtes quand même une pionnière dans le secteur des mines et de la géologie. Comment on arrive à trouver cet équilibre entre les bonnes politiques publiques, les ressources qui sont en concurrence avec d'autres secteurs, les débouchés pour les femmes qui sont dans le secteur? Comment on arrive à trouver ce juste milieu-là pour trouver des solutions? Je pense que cet équilibre, le chef de l'État a mis des jalons dans le nouveau code minier qui pousse les sociétés minières de plus en plus à utiliser les femmes. Aujourd'hui, quand on va sur le terrain, les femmes conduisent les camions 100 tonnes. On ne pouvait pas l'imaginer. On trouve des femmes aujourd'hui qui font de la mécanique auto. Donc, il y a une révolution culturelle. Bon, je ne dirais pas révolution culturelle, mais de plus en plus, on adapte notre socio-culturel avec la réalité du terrain. Je pense que le ministre l'a dit tout à l'heure. De notre temps, on partait avec nos enfants sur le terrain. Et ce sont nos étudiants même qui s'occupaient de nos enfants sur le terrain pour ne pas avoir à allaiter au biberon. Parce que chez nous, c'était l'allaitement au sein. L'allaitement au sein, ça veut dire que l'enfant doit être à vos côtés. Et donc, on partait au dos, comme on le faisait. Moi, je me suis retrouvée à enseigner avec un enfant au dos, au niveau des amphithéâtres, parce que je me dis, il n'y avait rien de dépravant par rapport à ça. Et c'est notre secrétaire qui m'aidait quand le petit pleurait pour l'allaiter et tout. Et donc, c'est une très bonne chose que ces politiques permettent aujourd'hui à ces femmes, tout en exerçant leur métier, d'avoir leur enfant à côté. Parce que c'est notre côté socio-culturel souvent qu'on oublie. La femme, c'est vrai, on a un rôle à jouer, et on l'accepte, c'est d'être à côté de notre famille.
Ce n'est pas toujours facile, mais pour des femmes qui ont choisi ce genre de métier, la géologie où on est tout le temps dans la rue, ou bien les mines, il faudrait peut-être accompagner ces femmes. Et le réseautage aussi est important, parce que de plus en plus, à travers le monde, nous avons le réseau des femmes en géosciences, le réseau des femmes en mathématiques, pour montrer aux jeunes qu'on peut tout en restant en femme être scientifique. Parce qu'il y a aussi cet aspect esthétique qui pousse les jeunes filles à ne pas venir dans les filières scientifiques en se disant oui, on est dans la boue, on est toujours dans la poussière. Mais après la boue, on va se nettoyer et on redevient une femme au foyer, femme aussi belle que les autres jeunes filles qui ont fait les filières littéraires. Et il y a aussi l'argent. Souvent, on se dit les filières scientifiques ne payent pas. Les filières scientifiques, les mathématiques et sciences, souvent c'était des filières où on se disait que ça ne payait pas et ça ne poussait pas les jeunes, surtout les femmes, à venir dans ces filières. Mais de plus en plus, on se rend compte que les femmes, ces filières, ce sont des filières où on peut gagner beaucoup d'argent, avoir sa mine aussi. On voit de plus en plus les femmes qui ouvrent des mines d'or. Bon, souvent on est tous dans les mines d'or, mais il y a les mines de bauxite et autres, et les femmes emploient les hommes dans ces mines et dans la géologie. Donc, il y a beaucoup d'argent là-bas, il faut qu'on tire les femmes vers ça, et puis on peut être aussi bien esthétique, aussi bien belle que les femmes qui sont au niveau des bureaux, même si on travaille dans la nature. En parlant d'argent, Monsieur le ministre, professeur Marito, comment ça se passe au Conseil des ministres, à l'Assemblée nationale, pour avoir plus de ressources, pour faire plus de choses pour les femmes, comment ça se passe? De temps en temps, c'est un peu chaud. Mais c'est normal parce que le pilier 2 du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain, la santé et la solidarité. J'ai souvent une image qui est de dire le PSE, c'est la tête d'un taureau. Ce n'est pas étonnant qu'un Paul parle de taureau. Et que les deux cornes, c'est l'axe 1 et l'axe 3. La transformation structurelle de l'économie et la sécurité et la gouvernance. Et que la tête, qui est la chose la plus importante, c'est l'axe 2, le capital humain, la santé et la solidarité. Alors, deux choses justes. Deux choses. Je pense que les politiques publiques sont essentielles pour transformer les choses. Je donnerai deux exemples. Un exemple voulu, c'est nous nous sommes rendus compte qu'il y avait au niveau de nos universités très peu de femmes au niveau du top management. C'est-à-dire professeur titulaire, professeur assimilé, comme on dit ici, ou directeur de recherche. Nous nous sommes dit qu'il faut accompagner cela pour renforcer ce top management. Et le Sénégal dispose d'un fonds qui s'appelle le FIRST, le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, où tout le monde peut soumettre un projet et se faire financer. Mais nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de projets de femmes qui étaient financés. Et dans ce sens-là, nous avons initié depuis 2013 ce qu'on appelle le PAPES, le projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs. Et ce projet s'adressait là encore en premier aux enseignantes et aux chercheurs. Et pour leur donner des financements, pour, dans beaucoup de cas, se déplacer. Parce que la cellule familiale, qu'on le veuille ou non, est une contrainte dans le travail de chercheurs. Et le fait de voyager, d'aller dans des laboratoires étrangers, ceci permet aux femmes de produire et ensuite de progresser. Et là encore, les doctorantes nous ont dit, vous nous avez oubliés. Et effectivement, les doctorantes sont maintenant, depuis 4 ans, partie intégrante du PAPES. L'autre qui est un résultat, je dirais, par inadvertance. Parce que je m'en suis rendu compte hier nuit, quand j'ai demandé les statistiques. C'est la création au Sénégal en 2013 de l'Université virtuelle du Sénégal, qui aujourd'hui est une université numérique, une université à distance, qui a maintenant 27 000 étudiants et qui est la 2e université du Sénégal. Et je me suis rendu compte, en regardant les statistiques, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette université a 47% de filles, là où les autres universités ont en moyenne 30% de filles. Cette université a 26,5% d'étudiants dans les STEM. Et dans ces STEM-là, à peu près, nous avons la parité garçons et filles. Ensuite,
le taux de rétention en licence, en L3, est quasiment même un peu plus élevé chez les filles que chez les garçons, puisque c'est 83,4% et là 83,33%. Alors je me suis dit, là je réfléchis avec vous, hein, parce que ce n'était pas prévu pour ça, que peut-être l'UVS est en train de rencontrer une demande et une préoccupation. Le fait d'aller à proximité des populations, apporter la science et la technologie, et ça rassure les familles que les filles soient dans la famille et puissent étudier. Et voilà un peu quelques éléments de politique publique sur le Sénégal. Merci beaucoup. Alors on va malheureusement, pour des contraintes de temps, terminer la conversation, mais on ne peut pas terminer quand même sans avoir de chacun d'entre vous une forte recommandation, une suggestion de ce qu'il faut faire concrètement pour faire avancer dans ce débat. Et s'il dit, let me start with you, one big recommendation, what would it be? Press the button, please. Well, in terms of encouraging and inspiring girls to enter the STEM field, I think one needs to understand first why we have succeeded in having girls in other fields. For example, one example I could think of in mind is life sciences. You know, we say that there's not a lot of women in STEM, but if you go into life sciences, there's indeed a pretty good amount of women in this field. And I know this because I work in the different labs that I've been to in the US. I know that most of the classroom, in most science classrooms that are related to biology or chemistry, you have a lot of population of women, whereas in the physical sciences, there's less women. So one needs to understand why women actually are at least interesting in the life sciences and see how can we replicate that interest into the physical sciences, which are as important as the life sciences. And on that end, what we have been doing, and as a recommendation, what we have been doing in my organization, which is the Pan-African Robotics Competition, is how do you relate the physical sciences to what's important to women. And I like to believe that women, maybe due to the innate nature or due to historical reason, they are more lean towards helping, caring, and life sciences actually addresses that issue. So what we try to do is to show that the physical sciences, such as engineering, IT, whether it's astronomy, whether it is in mechanical engineering, aerospace engineering, electrical engineering, can be used to benefit society. So what we've been doing is organizing this competition where we make the team around the competition on a subject that's relevant to sustainable development of the continent. For example, in the past few years, what we have done is we've had topics in the area of agriculture. How do you use science and engineering in agriculture? How do we use science and engineering in manufacturing? How do we use science and engineering in health? Then by that, we were able to attract more girls into STEM. Professeur Mariteo, en 30 secondes, quelle est la recommandation forte qu'on va laisser à cette audience? Oui, c'est simplement, il faut lutter contre les grossesses précoces. Il ne faut pas que le mariage précoce enfreigne les études. Je pense que nous avons cette difficulté-là et c'est un élément essentiel pour qu'on ne perde pas en cours de route beaucoup de filles qui sont bien destinées aux sciences, aux technologies ou aux études de manière générale. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Votre recommandation forte? Pour que les politiques prennent en charge l'aspect femme, parce que souvent on voit des femmes qui sont libérées de leur métier parce que tout simplement elles doivent fonder une famille. Et ça, je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on pousse nos politiques à ce qu'il y ait des statuts qui permettent à une femme de pouvoir être en grossesse et continuer son travail au retour de la maternité. Ça, c'est important, surtout dans le secteur privé, parce que le domaine des mines et de la géologie, c'est beaucoup plus le secteur privé. Et avec certaines contraintes maternelles, les femmes perdent leur job. Et donc là, je pense qu'il faut que l'État légifère un peu. Merci beaucoup. Madame la Ministre du Rwanda, quelle est la recommandation forte que vous nous laissez? Merci. C'est peut-être pas une recommandation. C'est pour dire à Madame la ministre d'État, Awa, un grand merci. C'est une inspiration pour nous, pour moi, en tant que ministre du Rwanda. L'initiative ici, le prix Galien, emmené au Sénégal. J'étais fascinée la première fois qu'elle m'a dit ça, hier à l'aéroport en fait. C'est une inspiration que je vais
emmené chez moi et j'ai une requête spéciale. Je voudrais exprimer le besoin, l'envie, la volonté du gouvernement rwandais à collaborer autour de cette initiative et une demande spéciale, un peu égoïste. Est-ce qu'on peut faire une fois au Sénégal, une fois au Rwanda pour avoir, une collaboration entre nos peuples? Et je garantis aussi l'appui du chef de l'État et de la Première Dame qui sont vraiment engagés sur l'éducation de la fille et le mentorship et beaucoup d'initiatives. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je pense que le message a été entendu. Madame, votre recommandation? Ma recommandation, c'est dans une phrase que c'est le motto de ma fondation, c'est « Care for women, life for a country ». Merci beaucoup. Madame? Moi, j'ai deux recommandations. Une, c'est au gouvernement de mettre en place un cadre de vie. Parce que nous, en tant que femmes, nous avons cette volonté, cette rage de vaincre et de convaincre. Mais si on n'a pas le cadre de vie adéquat, si on n'a pas le jardin d'enfants, si on n'a pas l'école, si on n'a pas le transport, on a toujours, malheureusement, nous sommes un peu sensibles, nous, en tant que femmes. Donc, il y a un travail à faire par les gouvernants, c'est que d'assurer ce cadre de vie pour que la femme puisse aller au-delà donc de ces recherches, pour qu'elle puisse s'affirmer un peu partout. Et deuxième chose, moi je pense, ce qu'on a fait plus ou moins en Tunisie, c'est aussi mettre en place un quota. Parce qu'on a besoin d'avoir la présence des femmes un peu partout, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans les positions, un peu dans les postes des décisions. On a besoin de commencer par le quota. C'est pour que les gens soient plus ou moins habitués à avoir une femme à un certain poste. Puis, après cette habitude, bien sûr, on saura, nous, femmes, nous débrouiller pour être, par nos capacités, par nos moyens, à être dans les meilleures positions. Moi, je le dis parce que j'étais élue la première femme présidente du patronat dans le monde arabe et en Tunisie, et j'étais élue par des hommes. J'étais la seule au bureau exécutif. Et c'était pas, parce que moi, au départ, lorsqu'on a changé le statut, je dis, c'est pas la peine avant, on avait le quota. C'est plus la peine d'avoir le quota. Malheureusement, j'étais la seule à être élue. Et c'était pas bien. Donc, moi, je pense, et j'insiste, pour qu'on commence par faire le quota. On l'a fait même en politique, dans l'Assemblée, dans les conseils municipaux en Tunisie. Ça marchait. Donc, pourquoi pas, ça ne marche pas dans les autres pays. Merci. Merci beaucoup. Madame? Je vais répéter ce qui a été dit. Pour moi, c'est important de créer des environnements qui sont favorables pour la carrière des femmes. Et cela, ça se fait au niveau politique, mais ça se fait aussi au niveau des universités, ça se fait aussi au niveau des établissements de recherche ou tout autre établissement, d'avoir des environnements qui permettent, par exemple, d'avoir des crèches, d'avoir des endroits où garder les enfants. Ça me paraît être extrêmement important, justement, avoir un environnement qui facilite, justement, la vie professionnelle des femmes dans leur environnement professionnel. Le deuxième point, je dirais, ça va être simple. Messieurs, reconnaissez tout simplement les compétences des femmes à égalité. On ne demande rien d'autre. Merci. Alors, il faut donc encourager les femmes à être impliquées dans les sciences appliquées. Il faut lutter contre les grossesses donc précoces. Il faut créer des politiques publiques adéquates pour la promotion des femmes. Et il faudrait une coopération sénégalo-rwandaise qui permet à ce que ça se tienne donc au Rwanda sous peu. Il faut mettre les femmes au cœur de nos politiques donc publiques. Et il faudrait un système de quotas. Il faut créer un écosystème qui permet aux femmes donc de s'épanouir. Et enfin, il faut créer un environnement qui permet à ce que la femme puisse aussi travailler de manière compétente et professionnelle. Je vous demande de les applaudir et de les remercier. Merci beaucoup. So, if I may add one last thought, we also need the partnership of men, and that's why we had 2 men here. So, to equal partnership and to making a lot of progress in the field of women in STEM. So, thank you all very much. On va terminer. Je vous remercie, les féministes. Merci beaucoup. On va terminer par une note de célébration. Parce qu'après tout, on a quand même des pionnières dans la salle, des pionnières qui ont beaucoup donné
à ce débat que nous venons d'avoir. Et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important pour Madame la ministre, pour l'équipe d'organisation, de les reconnaître et de les remercier et de les féliciter et de les célébrer. Et c'est la raison pour laquelle je vais les appeler et dire un peu 2 ou 3 mots sur leur parcours. Et on va les remettre donc des distinctions et des prix pour les remercier. Je commencerai par Dr Solange Fanny Diallo Décuper, qui est la première femme pharmacienne sénégalaise. Je vous demande de l'applaudir. Alors, un peu sur son background. Elle est née en 1939, diplômée de la faculté de Dakar en 1964, et la première pharmacienne sénégalaise. Et elle crée la pharmacie de Drugstore en 1966 lors du Festival des Arts Nègres, présidente donc, du syndicat des pharmaciens jusqu'en 1997. En 1992, elle contribue à créer le premier grossiste donc en pharmacie dénommé Cophase, en déclinant plusieurs pays africains qui s'élargissent donc au Dom-Tom pour créer Ubipharm, le vaste réseau de pharmaciens. Je vous demande de l'applaudir. Et pour accepter donc son prix, on va remettre ça à Madame Marie-Louise Correa. Et pour ce faire, je vais inviter une autre pharmacienne sénégalaise qui s'appelle pour lui remettre donc ce prix, Madame Dr Annette Sekniaï, de nous rejoindre sur scène pour lui remettre le prix. Docteur. Et une femme de cette génération qu'il faut naturellement... Alors, Madame Correa, qui est donc Marie-Louise Correa, Docteur Marie-Louise Correa, je me fais corriger, Docteur Marie-Louise Correa, qui est donc docteur en médecine, promotion 1976, ex-ministre de la Recherche scientifique et technologie, puis ministre du Travail et de la fonction publique, qui va donc remettre, ce prix va lui être remis au nom donc de Dr Solange Fanny Diallo Décuper, que je demande d'applaudir. Justement parce qu'il y a une forte coïncidence, parce que Madame Fanny Diallo a été la première présidente du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Vous pouvez le dire ici, allez-y. Voilà. Merci. Alors, il y a une forte coïncidence avec le thème qui nous réunit, puisque Solange Décuper a été la première femme présidente du syndicat des pharmaciens privés. C'est pratiquement elle qui a créé ce syndicat. Et je suis venue juste après elle comme présidente du syndicat. Alors, je lui offre ça avec merci, vraiment beaucoup de merci. plaisir. Merci. Vous pouvez être là, on prend la... Merci. Voilà. Pour la photo, on vous met devant. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Merci. On peut y aller. On va célébrer donc un deuxième prix, qui est donc prix Madame Ndella Salba, qui est donc un prix qui est donné à la première femme médecin. Et ce prix va être remis par le professeur Eva Marie Cole, qui est donc la première femme agrégée de médecine au Sénégal. On va passer donc le background de Madame Ndella Salba. Parfait. Donc, je vous demande donc d'accueillir professeur Eva Marie Cole pour remettre donc ce deuxième prix, de première femme médecine au Sénégal. Madame la professeure.
Je vous demande d'applaudir Madame Ndella Sarba et ce prix va être remis par... C'est sa fille. Un peu mieux que ça, c'est sa fille qui accepte donc ce prix au nom de sa maman. La régie, si on peut mettre au moins le background, donc la dame qui reçoit ce prix. Une des premières avec sa femme, avec donc sa fille qui accepte ce prix à son nom. Je veux quand même dire un mot au nom de votre maman. Très émue de recevoir ce prix au nom de ma maman. Une des pionnières, effectivement, scientifique, parce qu'elle est quand même de 1931. Elle a été diplômée depuis 1963. Et j'avais à l'époque 3 ans. Et professeur Aomari, à peine plus âgé. En tout cas, aujourd'hui également, beaucoup d'émotions pour vous transmettre de sa part tous ces remerciements, évidemment, mais des encouragements également à la jeune génération, parce qu'aujourd'hui, on parle d'innovation, on parle de science, on parle de jeunes femmes, jeunes filles, et aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique également peut profiter de ces innovations. L'Afrique peut profiter justement de toute cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique peut partir comme tout le monde. L'Afrique, c'est aujourd'hui un bon départ. En tout cas, ce qu'elle vous a transmis. Merci. Alors, mesdames et messieurs, elle est médecin, son père est médecin, et sa maman est médecin, donc c'est la fête du médecin. Alors, on va continuer cette célébration, célébrant encore une fois une femme sénégalaise qui est une fierté, une pionnière, qui est la première dentiste du Sénégal. Elle s'appelle Madame Ndioro Ndiaye, que je vous demande d'applaudir. Et son prix lui sera remis par Natacha Kist, la Fondation Gate. Natacha, vous êtes Natacha? Madame Ndioro Ndiaye, au-delà d'être la première dentiste du Sénégal, est quelqu'un qui a aussi énormément contribué pour la politique publique de ce pays, pour avoir occupé plusieurs fonctions de ministre au Sénégal. Et c'est une pionnière qui nous inspire tous les jours et je demande de l'applaudir encore une fois. Et Natacha Kis, ce qui est du département Afrique de la Fondation Gates, et qui va lui remettre donc son prix. On peut quand même les applaudir. Merci. Merci beaucoup, M. Jong. Merci beaucoup, Natacha. Je voudrais remercier Eva, avec qui j'ai cheminé pendant longtemps, non seulement au plan professionnel, mais au plan familial. J'ai une de mes filles qui est sa fille. Et je voudrais remercier tout ce panel pour nous avoir gratifiés de tous ces efforts que vous faites les uns et les autres au sein de vos différents gouvernements ou de vos institutions pour faire avancer la cause de la femme. Je voudrais dire que je suis ravie de recevoir cela des mains de Natacha, parce que je sais combien son organisation aussi se bat pour améliorer les conditions de vie des populations. Et une de nos filles, Yacine, est là, Maëlle est là. Mais je ne peux pas non plus recevoir ce prix sans saluer dans la salle beaucoup de mes étudiantes qui sont là et qui occupent des postes de responsabilité dans le ministère de Mary-Teuw Niane et à l'université pour continuer l'œuvre que nous avons commencée. Je veux parler d'Adam Marisek Diallo, je crois qu'elle est dans la salle, mais également de Sokay Diatine. Mais il y en a d'autres Sokay, il y a d'autres Adam qui sont maintenant sur vos pas et je leur souhaite le meilleur pour le futur. Merci. Voilà. Après la pharmacie, la médecine et aussi
l'identisme. On va continuer encore cette célébration de nos pionnières, en les remerciant encore davantage, en allant dans un secteur aussi important, les mathématiques. Et je voudrais donc inviter Madame Salimata Gueye Diagne, qui est la première professeure agrégée de mathématiques au Sénégal. Donc, je vais maintenant inviter un autre agrégé de mathématiques, le professeur Marie-Théo Niane, qui est donc agrégé de maths et ministre de l'enseignement supérieur, en demandant à la régie de passer leur background en audio pour qu'on puisse savoir leur background. L'audio. Pour les photos. Du comité For Women de avec la collaboration de Mme la ministre, on a plus de background. lycée Faidherbe de Saint-Louis, où elle obtient son baccalauréat série C. Elle fait des études de mathématiques jusqu'à obtenir une maîtrise en mathématiques pures. Ensuite, elle fait une licence, puis une maîtrise en sciences économiques. Passionnée, Dr Salimata Gueye Diagne fera des études approfondies de mathématiques à l'université Paris 9 Dauphine, où elle obtiendra un doctorat 3e cycle de mathématiques, puis un doctorat d'état et sciences mathématiques, spécialité optimisation, avec une mention très honorable. Vous avez remarqué les talents de Mme la ministre qui nous ont permis d'écouter donc le background de cette femme sénégalaise qui est donc une pionnière, une fierté. Merci et félicitations. Et derrière moi, la meilleure technicienne qui nous permet d'écouter tous les backgrounds. On va terminer quand même en beauté, toujours dans cette célébration de nos pionnières. Et je vais demander à Mme Awa Chongan, qui est la première femme, écoutez bien, ingénieure au Sénégal et statisticienne. Et ce prix m'a été remis par une prix Nobel de la paix et qui va les remettre, prix Nobel de médecine, pardon, et qui va les remettre donc ce prix. Merci. Awa Chongan, née à Diourbel, au Sénégal, est la première femme à assumer les fonctions de responsable de la statistique publique d'un pays africain. Après des études primaires et secondaires au lycée pour jeunes filles John Fitzgerald Kennedy de Dakar, elle va continuer ses études en France où elle obtient en 1973 une licence en mathématiques délivrée par l'université Paris 6, puis en 1975 le diplôme d'ingénieur statisticien économiste décerné par l'École nationale de la statistique et de l'administration économique Paris. Toute sa carrière professionnelle est consacrée à la statistique publique en Afrique. Depuis son... Il faut quand même reconnaître les talents de Madame la professeure. Et c'est ça aussi le génie et le talent des femmes, de pouvoir toujours penser à une solution alternative quand la technique ne marche pas. Merci énormément. Encore une fois, tout ça pour dire que ce moment a été extrêmement important dans le programme du premier donc, forum galien au Sénégal. En Afrique, j'allais dire, après 50 ans en dehors donc, de l'Afrique, la première fois que ça se passe en Afrique. Et c'était au moment non seulement de débat, mais au moment aussi de célébration. Et c'est la raison pour laquelle le comité, le professeur tenait à ce qu'on puisse célébrer voilà, merci beaucoup pour cette célébration. Et en plus, maintenant, c'est l'heure du déjeuner avant qu'on reprenne nos débats cet après-midi.
Un déjeuner donc, les VIP, salle Baobab, et un autre déjeuner prévu dans un autre restaurant qui est à côté pour tout le monde. Et merci et bon appétit et à cet après-midi. Merci beaucoup.